Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, je te fais découvrir la spiruline, cultivée par Eric sur sa ferme aquacole à Montauban. Présentée comme un complément alimentaire naturel extrêmement riche, la spiruline est encore peu connue auprès des consommateurs français. Dans cet échange, Eric explique comment il en est venu à produire de la spiruline et nous partage ses connaissances. Un épisode qui nous cultive davantage sur cet aliment du futur. Bonjour Eric et merci de m'accueillir sur ta ferme aquacole. Bonjour. C'est ici que tu pratiques de l'aquaculture. Donc l'aquaculture, c'est la production en milieu aquatique d'organismes végétaux ou animaux. Et donc dans ton cas, tu produis de la spiruline. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Oui, bien sûr. La spiruline, en fait, c'est ni animal ni végétal, puisque c'est une cyanobactérie. Et les cyanobactéries font partie du monde bactérien. Donc oui, c'est dans des bassins hors sol ou sous serre. Et donc, je produis la spiruline depuis 2017. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où vient la spiruline ? La spiruline, elle est là avant que nous, on existe, quoi, les humains et les animaux. Elle a plus de 3,5 milliards d'années. La spiruline, c'est grâce à elle aussi qu'il y a de l'oxygène sur Terre, puisqu'elle consomme du CO2 et elle rejette de l'oxygène, un petit peu comme font les arbres. C'est grâce à elle que le monde animal et les humains sont apparus, et le monde végétal aussi, grâce à une molécule qu'il y a dans la spiruline. Laquelle ? C'est la phycocyanine. D'accord. Le cyane, le bleu là, la phycocyanine. Alors cette spiruline, on a deux camps. Il y a ceux qui en ont entendu parler, qui sont convaincus, puis il y a ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est comme micro-organisme. Est-ce que tu pourrais nous rappeler quelles sont les propriétés de la spiruline ? Alors la spiruline, c'est reconnu déjà par l'OMS. L'OMS l'a reconnu comme l'aliment le plus riche qu'il puisse y avoir sur Terre, quoi. Dans la spiruline, vous allez y retrouver toutes les vitamines à part la vitamine C. Vous allez y retrouver tous les oligoéléments, les protéines, le potassium, le magnésium, tout ce qu'a besoin le corps humain, vous allez le retrouver dans la spiruline. Alors tu dis très bien par rapport à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, je l'avais noté aussi qu'il stipulait qu'il s'agissait du meilleur aliment de l'humanité du XXIe siècle. Je cite la phrase. L'UNESCO a aussi souligné que c'était l'aliment le plus complet de demain. Et enfin, on a même l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, qui l'a reconnu comme le remède premier secours contre la malnutrition. Et c'est pour ça que la spiruline est très utilisée dans les pays sous-développés en tant que complément alimentaire, en fait, et pour essayer de lutter contre la malnutrition et l'anémie. Alors, ça rentre dans les compléments alimentaires, mais à la base, comme dit l'OMS, c'est un aliment. Après, on le passe dans les compléments alimentaires si on veut le commercialiser dans les pharmacies, si on va sur le monde médical, on va dire, oui. Mais ça reste un aliment. Alors, on ne va pas se nourrir que de spiruline et ne pas manger son repas habituel ou quoi que ce soit. Bien évidemment. Voilà, donc souvent on le voit en tant que complément alimentaire, bien sûr. On peut le voir effectivement comme un complément alimentaire, mais comme tu le dis et comme l'OMS le dit, c'est un aliment, en tout cas un aliment du futur. Comment tu la consommes ? Alors moi, je la consomme, j'ai la chance donc de la produire et je la consomme principalement fraîche, on va dire. C'est-à-dire que quand je la récolte, je l'ai avec moi sous les yeux et tout, donc avant d'en sécher une partie pour en faire de la paillette ou de la poudre ou des comprimés. Avant, donc, je la consomme fraîche, comme une style de pâte à modeler, quoi. Je la consomme comme ça. Et après, je vais aussi la consommer sous forme liquide. D'accord. Donc là, dans un verre d'eau. C'est ça, comme un sirop. D'accord. Alors après, j'ai vu que tu commercialisais la spiruline sous différentes formes. Tu l'as dit, sous forme de paillettes, par exemple pour mettre dans un yaourt, sous forme de comprimé, si on veut le prendre aussi dès le matin. Quelle est la différence en termes de propriété de ces différents produits que tu commercialises ? Depuis 2020, j'ai des ingénieurs qui travaillent avec moi. J'ai embauché des ingénieurs où c'est qu'on fait énormément de recherches, autant sur la production, mais sur la consommation de spiruline et comment la consommer pour que, pour le corps humain, elle soit vraiment efficace. Aujourd'hui,
Le plus intéressant, c'est la forme liquide. Parce que le corps va très bien l'assimiler par rapport à une forme sèche. Donc sous forme liquide, on a, pour l'instant aujourd'hui, on a 2 produits. Nous avons la spiruline liquide, mais vraiment la spiruline liquide, c'est-à-dire que là, c'est tout ce qu'il y a dans la spiruline et tout qui a été mis dans le flacon. Et après, nous avons la phycocyanine, donc on extrait de la spiruline, donc l'antioxydant et les protéines, quoi. D'accord. Au niveau commercialisation, si on veut parler de ça un petit peu, je suis autant à la ferme, donc je vends sur le site de production. Je vends aussi donc en magasin, que ce soit épicerie, des choses comme ça, pharmacie, et puis après Internet, les 3 réseaux. D'accord, du e-commerce. Du e-commerce, c'est ça. À quel moment on se dit, bah tiens, je vais devenir spirulinier? D'où vient cette passion pour la spiruline? Alors là, c'est vraiment top parce que la spiruline m'est venue grâce à, comme je dis à tout le monde, grâce à mes enfants. Quand ma femme était enceinte, elle a eu des problèmes de santé. Malheureusement, elle a eu des problèmes de santé, mais heureusement, on a découvert la spiruline. D'accord. Et ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a énormément aidé, et très rapidement, en une semaine, on va dire en 10 jours, ça l'a rétabli. Et après, moi, je m'y suis intéressé à la spiruline, mais sans vraiment pousser. Je m'y suis intéressé toute l'année 2015. Et après, en 2016, là, j'ai commencé à étudier comment produire la spiruline et tout ça. Et donc, c'est pour ça que fin 2016, j'ai commencé à monter la serre et puis commencé à produire donc l'été 2017. Et tu venais d'où dans ton parcours? Alors moi, j'ai travaillé à la SNCF. D'accord. Et après, j'ai travaillé sur l'exploitation de ma femme et mes beaux-parents qui sont dans l'arboriculture. J'ai travaillé avec eux et puis après, donc, quand j'ai découvert la spiruline, je me suis extrait de l'autre société pour pouvoir monter la mienne, quoi, voilà. Mais au final, tu n'étais pas issu du milieu agricole à la base. Pas du tout, absolument pas. C'est avec ta compagne, du coup, que ça a commencé. Et puis après, tu as découvert la spiruline et tu t'y es installé. Tout à fait. Alors là, je voulais passer avec toi sur la partie fonctionnement, donc production de la spiruline. Comment ça se passe en termes de culture? C'est une culture comme toutes les autres cultures. Après, pour que la spiruline se développe, il lui faut de la chaleur. Il faut que l'eau soit à une certaine température. Et il y a 2 paramètres, donc, la chaleur de l'eau et la luminosité, la photosynthèse. Voilà, la spiruline a besoin de lumière et de chaleur, que l'eau soit assez chaude. Et à arriver à une certaine densité de spiruline dans le bassin, on déclenche les récoltes. En sachant qu'une spiruline, s'il y a la lumière et la chaleur de l'eau, la spiruline va se multiplier de 20 à 25% par jour. Donc c'est très rapide. Donc moi aujourd'hui j'ai 2 bassins. Je fais un bassin, je récolte à peu près, quand il y a un temps idéal, je récolte à peu près tous les 2 à 3 jours le bassin. Voilà. J'extrais une certaine quantité de spiruline parce que c'est jamais la même quantité, ça dépend de la densité de spiruline qu'il y a dans le bassin. Et ça dépend de la météo au final. Et ça dépend de la météo. Nous on est très tributaire de la météo. La spiruline c'est très fragile, si tu veux, et donc ce qui fait que s'il y a un temps maussade le lundi, même s'il y a assez de spiruline, je ne vais pas la récolter. D'accord. Voilà. Je vais attendre qu'il y ait un temps idéal pour la récolter, pour que derrière, le peu de spiruline qui va rester dans le bassin soit assez costaud, assez fort pour pouvoir se multiplier et reproduire, quoi. Voilà. Parce que lors de la visite de tes bassins, tu m'expliquais notamment qu'au moment de la récolte, tu prélèves qu'une certaine quantité de spiruline et que le bassin continue à tourner avec une densité minimale pour que ça puisse continuer à produire. Tout à fait, ouais, c'est comme ça, oui. Et donc la production est concentrée au niveau des périodes les plus chaudes, donc ça va être autour de avril. Donc on commence généralement au mois d'avril, au mois de octobre, mi-octobre. Après, comme l'année dernière, il a fait très beau octobre-novembre, on a fini, c'était on va dire fin novembre. Il suffit, nous, il ferait on va dire un soleil du 1er janvier au 31 décembre, la spiruline se multiplie du 1er janvier au 31 décembre. Oui, voilà. Vu qu'il faut de l'eau et du soleil et que c'est sous serre. C'est ça. Donc c'est pas nécessaire d'avoir plus. Parce qu'effectivement, on est rentré à l'intérieur, il fait bien chaud dedans. Quels sont les besoins de la spiruline pour qu'elle se multiplie? Alors pour se multiplier, la spiruline, alors il faut de la lumière et la chaleur de l'eau. Donc ça, c'est la base. Et après, la spiruline, elle est comme nous. Elle est comme nous, c'est-à-dire que comme toute plante ou comme tout être humain, elle a besoin de combler les carences qu'elle pourrait avoir avec le fer, avec le potassium, du magnésium et tout.
Moi, sur la ferme, la spiruline, je ne la nourris pas. Je travaille d'une certaine façon. On a fait beaucoup de recherches avec mes ingénieurs que j'ai là. Donc nous, on a trouvé une solution qui permet je ne nourris pas la spiruline et elle se multiplie, elle se développe très très bien. Alors on est toujours sur le fil du rasoir, hein. C'est comme un sportif de haut niveau quand il fait très attention à son alimentation. Si un petit virus passe par là, et bien, il l'attrape et il est malade. Et nous, la spiruline, c'est pareil, on est obligé on la surveille en permanence et tout parce qu'on est sur le fil du rasoir toujours avec elle. Mais par contre, elle nous donne énormément, quoi. Voilà. Faut s'adapter à ses caprices. C'est ça, tout à fait. Et elle est très très capricieuse. Donc ici, tu es dans une production que tu dis 100% naturelle, donc sans intrants. Comment est-ce que c'est produit ailleurs? Parce que tu m'expliquais au moment de la visite des bassins que tu travaillais de cette façon-là, notamment autour de l'énergétique, tu te bases dessus, mais que ce n'était pas forcément les mêmes méthodes de travail par rapport à tes confrères. Oui, nous on a fait énormément de recherches par rapport à ça, hein, par rapport à l'énergétique. Et non, moi quand j'ai commencé en 2017, je produisais la spiruline comme produit, on va dire, à tous les producteurs en France, quoi, en France ou à l'étranger. Donc on a besoin de lui apporter certains engrais, hein, du potassium, du magnésium, de l'azote, voilà, qui sont tout à fait corrects. Sauf que nous, on s'est aperçu qu'en leur apportant ça, il y a des moments où c'est qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait à l'intérieur de son corps, quoi. Elle était pauvre en protéines ou pauvre en phycocyanines, des choses comme ça. Et c'est seulement la façon dont on la nourrissait, quoi. Voilà, on la nourrit peut-être un petit peu trop, pas assez. Comme nous, l'être humain, quand on a des petits problèmes de santé, diabète, cholestérol, des choses comme ça, c'est seulement la façon dont on se nourrit qui provoque ça. Et donc nous, on a découvert que ça joue un rôle très important. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers l'énergétique, où c'est que là, parce que elle n'a pas besoin de matière, la spiruline, elle a besoin que d'eau. Et donc on fait ce qu'il faut pour qu'elle soit en forme en permanence, quoi. Voilà. Et notamment, vous jouez sur l'énergétique, la musique aussi. Elles ont de la musique, hein. Aussi du contact avec un énergéticien qui est venu tester ces méthodes. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu perché, hein, quand on prend du recul. Toi, tu me disais que tu étais le premier à ne pas du tout y croire, jusqu'à ce qu'à un moment, ton ingénieur de recherche en biotechnologie fasse le suivi, fasse les études et analyse comme quoi il y a vraiment un gain en termes de production. Oui, bien sûr, oui. On a passé quelques mois à faire des recherches et tout, et on s'est aperçu, on a vu, voilà, tout est écrit comme quoi, oui, ça fonctionne, ça marche très très bien. Alors, tu as embauché une salariée chercheuse en R&D, donc en recherche et développement, Olivia. Pourquoi ce choix? Alors ce choix, pourquoi? Parce que quand j'ai commencé en 2017, au fur et à mesure que je faisais des récoltes, que j'avançais, je me posais énormément de questions par rapport à certaines choses que je voyais, par rapport à la production, par rapport à la spiruline et tout ça. Et j'avais pas le temps, puisque dans la spiruline, quand on est producteur de spiruline, il faut être partout, c'est-à-dire de la production à la commercialisation, tout. Il n'y a pas une filière, il n'y a pas quelque chose qui est déjà prêt, et où c'est qu'on produit, nous, on est producteur, et puis on va vendre directement, en gros, sur un marché ou quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas de chaîne logistique. Quand tu es producteur, tu as les pieds dans le bassin, il faut que tu transformes, il faut que tu commercialises et il faut que tu en parles autour de toi. C'est ça, tout à fait. Il faut être partout. Et donc, en 2020, j'ai reçu un mail avec un CV, une lettre de motivation, voilà. Et donc d'Olivia, et donc je l'ai appelé. Et puis bon, on a discuté, c'était en plein Covid. Hein. En plein Covid, on a papoté un petit peu au téléphone. Et puis 3-4 jours après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, ok, si tu veux venir travailler ici, il n'y a aucun problème, tu peux. Et quand elle est arrivée, donc, la première chose qu'elle a fait, et on va dire le premier mois, elle était avec un carnet en permanence dans les mains et un crayon, et moi je vidais ma tête en gros de toutes les questions que je me posais depuis 2017. Et tout ça après, elle a fait des recherches, j'ai monté son petit laboratoire où c'est que elle a fait des recherches, elle a fait du développement, enfin plein de choses qui ont permis de répondre à une grosse partie de mes questions et qui en ont soulevé d'autres, et ainsi de suite, et ça fait qu'on avance sur la production, comment améliorer la production de spiruline, améliorer la qualité de la spiruline, et ainsi de suite, quoi. Parce que du coup, tu n'arrivais pas à trouver matière pour répondre à tes questions?
Pas du tout, non. J'arrivais pas du tout à trouver matière pour répondre à mes questions. C'est pour ça que j'ai préféré embaucher quelqu'un et vraiment être en permanence avec moi là, tous les jours et pouvoir avancer. Et on a avancé très rapidement, quoi, très rapidement. Donc finalement, de ta propre initiative, tu as créé ton mini laboratoire de recherche avec ta chercheuse en biotechnologie. Ouais, tout à fait, ouais. Quels sont les résultats qu'elle a trouvés? Ça, les résultats, ils sont sur papier, dans une armoire. C'est top secret? C'est pas top secret, mais pour l'instant, on n'est pas arrivé. On a fait on a beaucoup avancé, hein, puisqu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, je nourris plus la spiruline, donc j'apporte plus d'intrants et tout, et voilà, elle est très riche, elle est très complète et tout ça. Enfin voilà. Mais il nous manque encore quelques petites choses que où je voudrais arriver, même si je sais que j'y arriverai jamais, parce que à force, en avançant, on découvre toujours de nouvelles choses et on veut toujours avancer. Et c'est ce qui est super intéressant dans ce monde-là. Le progrès continue. Voilà, le progrès en permanence, on continue. Donc bon, voilà. Tous les résultats qu'on a, ils sont enfermés dans un placard et pour le moment, et puis on avance comme ça. En tout cas, ce qui ressort de toi, c'est ta volonté à chaque fois d'aller dans l'innovation avec la spiruline et d'aller toujours plus loin, d'essayer de la comprendre pour avoir une efficacité en termes de production, mais aussi une efficacité en termes d'absorption dans le corps humain. Alors ça me permet de faire une belle transition avec la partie sur la filière et approfondir avec toi un peu plus ce sujet de la spiruline. Tu disais notamment que c'était l'alimentation de demain. Pourquoi tu penses ça? Alors l'alimentation de demain, alors comme dit l'OMS, c'est un aliment, oui c'est un aliment. Moi je le vois en tant qu'aliment certes, mais c'est surtout, moi je vois ma clientèle et tout qui vient et qui c'est surtout, on va dire, moi je vois ça comme un complément alimentaire qui permet de combler, d'améliorer les petits manques qu'on a. Tous les jours on se lève, on a des petits bobos, on a des petites maladies, des petits problèmes ou des gros problèmes. Et la spiruline vient elle, combler ces petits manques qu'on a dans le corps. Et ce qui permet donc d'être mieux, d'avancer, ainsi de suite, quoi. Demain, la spiruline, avec les recherches qui sont faites à l'étranger, qui commencent à être faites en France au niveau médical sur la spiruline, je pense que la spiruline, encore, on ne sait vraiment pas tout d'elle, mais quand on en saura beaucoup plus, ça va être très très intéressant, quoi. Oui, et c'est très bien parce que je rebondis sur cette question internationale que tu viens de soulever, parce qu'au cours de mes recherches, j'ai vu que la France n'était pas forcément dans les pays les plus avancés en termes de recherche sur la spiruline, ni en termes de production. En France, selon la FAO, donc la FAO c'est l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture, les chiffres de 2010 disaient qu'il y avait 30 tonnes de production annuelle en France, contre 6 000 tonnes par an au Chili, et contre 62 000 tonnes de production annuelle en Chine. Comment ça se fait que d'autres pays au niveau international soient si développés et si avancés dans cette production de la spiruline? Souvent dans ces pays-là, ils travaillent beaucoup avec les plantes, avec les choses naturelles. En France, tout ce qui est naturel, ça dérange un petit peu. Selon toi? Selon moi, c'est pas selon moi, c'est tout ce qu'on voit et tout ça, hein, voilà. C'est pour ça que je pense qu'en France, tout ce qui est naturel, on y vient de plus en plus, mais pendant un certain temps, une certaine période, ça n'a pas été, je pense, on n'a pas trop cherché à faire des choses naturellement. Et là, on y vient. Donc, dans ces pays-là, oui, la Chine ou le Chili, mais la Chine, c'est des gros producteurs. Après, c'est comme partout, hein. Il y a spiruline et spiruline, hein. Donc ils ont de la spiruline, il y a certains producteurs qui travaillent très mal leur spiruline, donc vous allez avoir vous allez consommer une spiruline qui est vide, elle va rien vous apporter. Il y en a d'autres qui sont un peu mieux. Alors du coup, effectivement, il y a d'autres gros producteurs au niveau international. Est-ce que ça fait concurrence sur le marché français? Oui, ça fait concurrence parce que alors tout dépend pour qui ça fait concurrence. En fait, où est-ce que je veux en venir, c'est est-ce qu'aujourd'hui la demande des consommateurs français est assurée par une production française ou est-ce que c'est nécessaire d'importer de l'étranger? Ah non, aujourd'hui, il est nécessaire d'importer de l'étranger. En France, il n'y a pas assez de production par rapport à la demande. Voilà. Un manque de ferme, en tout cas en aquaculture de spiruline. Il manque des producteurs en France, ça c'est sûr et certain. Pourtant,
on n'a pas, enfin moi en tout cas de mon vécu, je n'ai pas vraiment l'impression que tout le monde connaît la spiruline. C'est vrai que c'est quelque chose qui se démocratise davantage parce que c'est utilisé chez les femmes enceintes, chez les gens qui souffrent d'anémie, chez les sportifs de haut niveau, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà tous et qu'ils utilisent pour augmenter leur performance. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour démocratiser davantage la spiruline en France ? Je sais pas. Ce qui manque. Peut-être plus de reconnaissance ? Ah non, moi ce qui me manquerait, c'est encore des chercheurs pour encore découvrir de nouvelles choses. Ah, davantage, Tu vois de recherche et d'innovation. Ah ouais, davantage de recherche, moi. Comment tu vois la filière de la spiruline dans quelques années ? La filière de la spiruline, dans quelques années, ça va être vraiment des fermes. Des fermes avec qui seront vraiment comme beaucoup dans le monde agricole aujourd'hui. Hein. On croit que les agriculteurs ils sortent de derrière la forêt là, alors qu'ils sont très pointus en matière de technologie, en matière de recherche et tout ça, quoi. Donc demain, pour avoir une spiruline très correcte, qui soit au top niveau, il faudra automatiquement avoir des fermes qui soient à la pointe de la recherche et tout, quoi. Pointe de la recherche et de la technologie. Oui. Je voulais aborder avec toi une petite question par rapport à la question de l'eau. On a la sécheresse, on parle de faire de la spiruline dans des grands bassins hors sol. Comment tu réagis par rapport à ceux qui disent est-ce que c'est vraiment judicieux de faire de la spiruline dans de l'eau alors qu'on en manque cet été ? Alors il faut savoir que la spiruline consomme, alors je vais pas dire pas d'eau, mais très peu d'eau, puisque moi je suis sur un bassin qui représente 80 mètres cubes d'eau. Le bassin, là, alors depuis 2017, j'ai changé 2 fois d'eau, c'est tout. Et depuis que je travaille en énergétique, j'ai jamais changé l'eau. Pourquoi ? Puisque je nourris pas la spiruline, donc j'y apporte aucun intrant. Donc le milieu ne se salit pas. Et je vais seulement rajouter l'évaporation que je peux avoir en période estivale ou quoi que ce soit. Donc je consomme très peu d'eau, quoi. En fait, voilà. Tu es en circuit fermé. Ah ouais, complètement, en circuit fermé. Quand je récolte, ça part au labo, de la serre, ça sort de la serre, l'eau elle est pompée, elle va au laboratoire où je filtre, je garde la spiruline, mais l'eau revient dans le bassin. Donc c'est un circuit fermé complètement, quoi. Donc je consomme très peu d'eau. À quoi ressemblera notre assiette dans le futur ? Pour moi, et l'idéal, ça serait qu'elle ressemble toujours à ce qu'elle est aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'il y ait toujours des producteurs et de plus en plus, parce qu'en France, il en manque beaucoup de producteurs, et la spiruline qui, elle, aidera à combler les carences qu'on peut avoir et nous aider comme elle nous aide et comme elle aide beaucoup de personnes, à rétablir les petits problèmes qu'on peut avoir de la vie de tous les jours, hein. Un peu de cholestérol, de diabète ou des choses comme ça, où c'est qu'elle vient rééquilibrer, elle vient aider à tout ça. Mais mon souhait, ça serait que on puisse toujours manger de la viande comme on mange aujourd'hui. Enfin voilà, des choses qui sont aujourd'hui, qu'on fait aujourd'hui, qu'on produit aujourd'hui en France, que ça reste comme ça, quoi. Donc garder la diversité agricole française, mais bien évidemment, comme tu le disais, vu que la spiruline pour toi, elle fait partie des aliments de demain, le garder en tant que complément alimentaire par rapport aux carences qu'on peut avoir. Ouais, c'est ça. Parce que manger de la spiruline à un repas, on va saupoudrer sur une salade de la paillette, de spiruline et tout ça, mais on peut pas dire qu'on va faire un repas avec de la spiruline. Oui. Donc, même voilà. si on a déjà des études qui ont été menées sur une gélule qui contiendrait tous les apports qu'on a besoin et on avalerait juste la gélule et on mangerait que ça. Bon, c'est un autre paysage qu'on peut avoir de notre assiette, mais qui sait, ça peut être aussi novateur. Après, est-ce que c'est ce qu'on souhaite ou non ? Ça, c'est au consommateur de savoir. Tout à fait. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent qu'ils mangent beaucoup moins en consommant de la spiruline. Ils prennent de la spiruline, leur petite dose de spiruline tous les jours, hein. Souvent, ils ne la prennent pas le matin en se levant, ils la prennent vers 10h. Et le midi, ils n'ont pas forcément l'envie ou le besoin de manger. D'accord. Donc, automatiquement, c'est que souvent, ils ont comblé leur carence et que leur corps ne demande pas plus. Ne demande pas plus. Ça suffit. Une fois qu'on est bien équilibré, on n'a pas forcément besoin de manger. Pour terminer notre interview, j'avais une toute dernière question, la question habituelle. Quel écho veux-tu envoyer aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent ? S'il y avait un message à transmettre, ce serait lequel ?
N'ayez pas peur de la spiruline, il faut tester, il faut essayer. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils viennent par curiosité, mais ils n'ont pas de problème de santé, tout va bien. Et puis après, ils reviennent me voir parce qu'ils ont testé la spiruline, ils ont essayé de consommer de la spiruline. Et puis ils reviennent me voir en disant « Ah, vous savez Eric, j'étais fatigué ou j'ai des problèmes de ça ou de ça. » Et en fait, ils se sont aperçus que ça les rééquilibre, ça les aide. Voilà, donc la spiruline aide beaucoup à rééquilibrer notre quotidien et donc et se sentir que mieux, quoi. Super. Merci Eric pour ton accueil et de nous avoir partagé ta passion pour la spiruline. Et je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.